Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et je dois dire que c'est la phrase que je dis à chaque fois que je commence un épisode. Est-ce que je suis très heureux de faire cet épisode-là? Eh ben je sais pas trop. Donc on va tout de suite parler du Tour de France. Dans la miniature, le titre de cet épisode c'est Le Tour est-il déjà plié? Et on va essayer de répondre à cette question pendant cet épisode. Alors le Tour est-il plié? Bah non. Pourquoi? Parce que Pogacar n'a seulement que 5 minutes 34 d'avance sur Florian Lipovic, et donc je pense que Florian Lipovic va aller chercher Pogacar et le gagner. Donc non, pas du tout évidemment. Euh, je débriefe donc l'étape d'Otakam qui vient de se terminer ce jeudi, et donc on a déjà un Tour de France qui est plié après la première étape de montagne. La faute à un Tadej Pogacar qui est trop fort tout simplement. Quand je dis la faute, c'est plus qui est la cause de ce truc-là. Je ne pose pas de faute sur quelqu'un parce que Pogacar est juste trop fort. On peut pas vraiment lui en vouloir de gagner des courses parce qu'il est très fort. Voilà, tout simplement. Mais donc c'est le glas de nos espoirs. On s'était dit pendant longtemps, peut-être que ce Tour de France verra un beau duel entre Pogacar et Vingegaard. La réponse, on l'a dès ce soir, l'étape à Hautacam. La réponse, elle est non, parce que Pogacar est dans une galaxie que personne ne peut atteindre, même pas Jonas Vingegaard. Et donc, on a déjà 3,31 d'écart entre Pogacar et son dauphin Vingegaard au soir de la première étape de montagne. Donc on est au bout de 12 étapes du Tour de France, il y a eu une seule étape de vraie montagne, et on a déjà 3,31 sur Vingegaard. On a déjà 12 minutes d'avance sur le dixième Matteo Jorgensen. C'est des écarts phénoménaux, et je pense qu'on peut dire sans trop sourciller que le Tour de France est déjà plié pour cette année. Les raisons, elles sont multiples. Tout d'abord, il faut voir la force de Pogacar face à Vingegaard. Il a montré dans cette ascension de Takam qu'il était simplement trop fort. Et ça peut être que la forme d'un jour. On dit qu'il y a une troisième semaine qui est très difficile, que ça peut rebasculer un peu les cartes. Je pense quand même qu'au vu de l'écart qu'on a vu aujourd'hui, c'est trop difficile à combler. Et donc, il n'y a pas un monde dans lequel Jonas Vingegaard peut aller rechercher la forme de Pogacar. Juste déjà atteindre la forme de Pogacar. Une fois qu'il aura atteint la forme de Pogacar, il faudra aller reprendre les 3 minutes 30 qu'il a déjà perdu au classement général. 3 minutes 30, ça peut se reprendre sur une grosse étape, hein. Le col de la Loze, le Mont Ventoux, ça permet de reprendre des gros écarts. Mais 3 minutes 30, c'est déjà colossal. Et puis le troisième élément, c'est tout simplement que l'équipe de Vingegaard n'est pas si forte que ça. Là, dans cette étape de Takam, c'était même l'équipe de Pogacar qui était la plus forte, malgré l'abandon d'Almeida. Et donc, ça fait trois facteurs qui font que j'ai vraiment du mal à voir comment Vingegaard pourrait remporter ce Tour de France d'une manière ou d'une autre, à moins que Pogacar tombe, à moins que Pogacar ne tombe malade. C'est des choses qu'on peut pas lui souhaiter, mais en fait, de manière sportive, il y a aucun personne sur Terre ici ne pourrait dire que Vingegaard va remporter ce Tour de France. C'est maintenant trop tard. Si on regarde un peu les cotes des bookmakers, Pogacar il est coté à 1,05 pour la victoire du Tour de France, Vingegaard à 10. Ça, c'est quand même un autre exemple supplémentaire que le Tour de France est déjà plié. Florian Lipovic c'est coté à 50 et après on a des mecs au-dessus de 100. Donc oui, ce Tour de France, il est déjà plié. Pour le classement général, il sera remporté par Tadej Pogacar. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Maintenant, si on doit parler de cette étape, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, déjà, l'équipe de Pogacar est très forte. La Visma a tenté un peu de les intimider dans le col du Soulor. Et on s'est vite rendu compte que la stratégie à deux têtes avec Matteo Jorgensen, elle pouvait pas fonctionner. Parce que Matteo Jorgensen, il est pas au niveau. On peut pas lui en vouloir, hein, il reste à un très bon niveau, mais il est pas à un niveau pour aller concurrencer un Pogacar. Même Vingegaard ne l'est pas, donc ça sera difficile de faire un hydre à deux têtes si on a zéro tête. Les relais de Narvaez étaient puncher, mais désormais il fait partie des top 10 meilleurs grimpeurs du monde, a priori. Donc voilà, équipier trop fort, Adam Yates toujours aussi fort. Donc équipe UAE impressionnante, et Pogacar a voulu frapper très tôt sur cette étape de Takam. Il a attaqué à 11 km de l'arrivée, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'il savait qu'il était en meilleure forme et il voulait surfer sur cette forme-là pour aller marquer des gros écarts, parce qu'on a vu, il s'est donné à fond jusqu'au sommet. Il a aussi un peu d'orgueil, Pogacar. Il a pas trop aimé toutes les attaques et le semblant de suspense qu'il y avait dans la première semaine. Donc il a dit, on va plier la chose une bonne fois pour toutes. Et c'est aussi un Pogacar meurtri, avec sa chute pardon, de la veille. Donc beaucoup de raisons pour lui d'aller enfoncer le clou dès la première étape de montagne. Et de toute façon, Pogacar, lui, son but, c'est de gagner le Tour de France, c'est pas d'entretenir le suspense. Donc pour le suspense, c'est fini.
il va falloir qu'on fasse notre deuil et il va falloir qu'on trouve d'autres éléments pour vibrer un peu sur cette fin de Tour de France, même si j'avoue que ça sera un peu compliqué. Si on regarde le classement général, donc Vingegaard est à 3,30, Evenepoel à 4,45, donc finalement pour l'instant il a qu'une 15 de retard sur Vingegaard, mais on a bien vu qu'en montagne, Vingegaard était très bon. Même si j'ai bien aimé la gestion de Remco sur cette étape-là, il était dans le mal très très tôt, lâché, je sais pas, il restait encore 30 gars dans le peloton, lui il était déjà lâché. Finalement il finit septième de cette étape, alors qu'il était vraiment pas au mieux. Il finit qu'à 1 minute 25 de Jonas Vingegaard, donc franchement chapeau, très belle gestion. Ça montre qu'il est dans le match pour la suite, pour aller chercher un podium. On pensait que pour le match pour le podium, il serait un peu tout seul. Finalement, il y a d'autres adversaires. Ces adversaires, ils s'appellent probablement Florian Lipovitz et Oscar Onley, mais surtout Lipovitz. Lipovitz qui finit donc troisième de cette étape, seulement 13 secondes derrière Jonas Vingegaard. C'est un peu difficile de les comparer parce qu'ils n'ont pas eu le même type d'ascension non plus, hein. Vingegaard, il s'est fait péter le caisson dès le début pour essayer de suivre Pogacar. Il était probablement en sur-régime. Mais si vous mettez Vingegaard seul face à Lipovitz, je pense qu'il lui met bien plus que 13 secondes. Euh, et puis Oscar Onley qui finit à 3 minutes avec Tobias Allan Johansson. Ils sont un peu moins bons que Lipovitz, mais c'est pas encore des écarts qui sont totalement irrémédiables. Et il y a un élément de satisfaction sur cette étape-là, c'est quand même Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin, le français, qui finit sixième de cette étape. J'ai été le premier à dire le soir d'Otakam, il est plus dans le top 10 parce que c'est trop dur pour lui. Kevin Vauquelin nous a vraiment éclaboussé de sa classe sur cette étape-ci. Franchement, je le pensais pas si fort en haute montagne. On verra comment il va gérer l'enchaînement des étapes, l'enchaînement des 3 semaines. C'est pas sûr qu'il finisse dans le top 10 au classement général, même si là il est plutôt bien parti. Mais Kevin Vauquelin qui fait extrêmement plaisir sur cette étape-ci. Au contraire, par exemple, d'un Primoz Roglic qu'on a vu vraiment plus du tout au rang qu'il a eu l'habitude d'avoir dans les années d'avant. Et là, je crois que ça ne fait plus trop de doute désormais. Le leader de la Red Bull Bora, c'est Florian Lipovitz, parce qu'il a déjà 2 minutes d'avance au général, et surtout sur les impressions de cette étape-ci, on voit mal comment Primoz pourrait inverser la vapeur là-dessus. Tobias Allan Johansen, qui est pas trop mauvais aussi, qui fait un top 4 de l'étape, donc ça c'est très belle perf de sa part. Donc au coude à coude avec Oscar Onley, ça sera intéressant à suivre leur petit duel. Donc eux, ils peuvent très clairement se battre pour un top 5 aussi, parce que Evenepoel, ils peuvent aller le chercher, Lipovitz, ils sont pas si loin, Vauquelin, peuvent vraiment aller le chercher parce qu'ils sont meilleurs que lui en montagne. Roglic, bah, a priori, il est aussi moins bon, donc ils vont pouvoir aller le chercher. Et ensuite, on a Félix Gall qui se balade un peu plus loin derrière, à 9 minutes, et Matteo Jorgensen qui est à 12 minutes, et après, c'est la débandade. Benili à 13 minutes, Benili qui va continuer de chuter sur les prochaines étapes. Carlos Rodriguez à 17 minutes, Jordan Jegat à 18 minutes, Guillaume Martin 14e à 19 minutes. Il n'y a eu qu'une seule étape de montagne. Ça, c'est quand même assez fou, mais quand on attaque dès le début, c'est ce qui donne ce genre d'écart. Et donc, bah, on a un classement général qui est déjà extrêmement dilué, avec des gros écarts. Néanmoins, on peut se dire qu'il y aura quand même une bataille pour la troisième place entre Evenepoel, Lipovitz, allez, pourquoi pas Onley et Johansen. Il y a une belle place à aller chercher dans le top 10 pour Kevin Vauquelin. Un top 10 peut-être à défendre pour Primoz Roglic, on verra s'il finira ce Tour de France. Et pour Félix Gall aussi, une belle place à aller chercher pour grappiller des places dans ce top 10. Jorgensen, bon, a priori, maintenant, il sera équipier de Vingegaard. On ne sait pas s'il pourra vraiment jouer sa carte. Je ne sais pas si c'était un coup dur aujourd'hui particulièrement ou si c'est sa forme qui est descendante, mais de toute façon, derrière c'est beaucoup trop loin en général, donc il est pas trop inquiété. A priori, il devrait faire un top 10. Mais voilà, donc les éléments à garder, ça sera cette bataille pour notamment le podium. Si on regarde le classement des points, Jonathan Milan a encore 50 points d'avance sur Pogacar. On verra comment ça se goupille à la fin de la semaine, mais quand même léger avantage pour Jonathan Milan. Au classement du meilleur grimpeur, c'est cool parce que c'est assez serré. Pour l'instant, c'est Pogacar le meilleur grimpeur devant Lenny Martinez avec autant de points. Lenny qui était dans l'échappée aujourd'hui, qui a eu un peu de mal, on va pas se mentir. Et Michael Woods qui a 22 points. Michael Woods qui lui a l'air d'avoir une bonne forme plutôt, donc on peut envisager beaucoup d'échappées pour Woods et Martinez pour essayer d'aller chercher le maillot à poids et le subtiliser à Pogacar. Mais Pogacar quand même très bien parti pour le maillot de meilleur grimpeur. Et ce qui va être intéressant à suivre par contre pour de vrai, c'est le classement du meilleur jeune. Remco Evenepoel reste le meilleur jeune puisqu'il est troisième au général. Mais à 49 secondes, on a Florian Lipovitz, qu'on a vu un peu meilleur en montagne, donc il peut aller le chercher.
À 55 secondes, on a Kevin Vauquelin. Bon, ça sera un peu compliqué pour lui, mais il est toujours en lice pour l'instant mathématiquement dans ce classement-là. Et à 1,20, on a Oscar Onley. Donc ça sera assez cool à aller suivre. Mais donc une belle bataille pour le maillot blanc. Ça sera les seuls motifs de satisfaction qu'on aura après cette étape d'Otakam, parce que en termes de classement général, c'est totalement cuit. Donc voilà, on verra comment vont se dérouler les prochaines étapes. On fera un bilan à la fin de la semaine. Demain, il y a un chrono à Péragude où le top 10 devrait être sensiblement le même que celui qu'on a eu aujourd'hui sur cette étape-ci. Il y aura des formes qui peuvent varier un peu d'un jour à l'autre, des coureurs qui sont plus à l'aise dans un exercice que l'autre, mais concrètement, là, c'était vraiment chacun pour sa pomme dans la montagne, et demain, c'est exactement pareil. Donc, on risque d'avoir un classement assez proche, avec encore une fois peut-être des gros écarts. Il y aura l'étape de Super Bannière de Luchon, on pourra lancer des offensives d'un peu plus loin. Je pense que la Visma ne sera pas encore résignée pour le classement général, donc on verra ce qu'ils seront capables de tenter. De toute façon, ça les intéresse pas trop de faire deux. On sait que c'est une équipe qui aime bien les coups tactiques, qui a déjà réussi des coups tactiques par le passé, donc ils vont un peu animer tout ça. Mais on fera un premier bilan après cette étape de Bannière de Luchon. Les écarts devraient déjà être abyssaux à ce moment-là. Et j'ai un peu peur pour la troisième semaine, si je me projette un petit peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arrivées au sommet. Le Ventoux, la Loze et la Plagne, si je dis pas de bêtises. Et bah, c'est autant d'étapes où Pogacar sera injouable et va écraser tout le monde. On verra s'il laisse gagner des échappées ou s'il va gagner lui, mais je suis un peu pessimiste quand même pour cette fin de Tour de France, pour être tout à fait honnête. Encore une fois, ici je supporte Jonas Vingegaard parce que je veux du suspense. On peut pas vraiment en vouloir à Pogacar d'être très fort, tout simplement. C'est vrai qu'il nous ruine un peu notre mois de juillet parce que il y a plus de suspense. Mais bon, en même temps, on va pas lui dire d'attendre Vingegaard pour préserver un faux suspense. Ça sera encore pire, je pense, pour Vingegaard de savoir qu'il est attendu par Pogacar. Donc mieux vaut que les vrais niveaux de tout le monde soient affichés, qu'on ait des gros écarts, même si notre espoir doit mourir. Mieux vaut un peu voir la vérité en face de temps en temps. Voilà, donc c'est un petit peu triste comme soirée, parce que le Tour de France est déjà joué au soir de la 12e étape. Mais on essaiera de trouver des motifs de satisfaction, des motifs d'intéressement pour la suite de celui-ci, et voir un peu certaines étapes qui peuvent être super cool. Je pense notamment, par exemple, à l'étape d'hier, c'était quand même assez incroyable, cette étape qui arrive à Toulouse. C'est peut-être la plus belle étape du Tour. Et c'est marrant parce que c'est une chose que j'intuitais un peu quand j'ai fait la prévue de la deuxième semaine. Je me suis dit, en fait, peut-être que l'étape de Toulouse, ça sera la plus intéressante à suivre. Ça n'a pas débranché du début à la fin. On a eu une petite bataille pour les favoris. On a eu une bataille dans les échappées avec des très gros noms. On a eu un outsider qui a gagné, un mec qui roule toujours. Donc, étape franchement incroyable. C'est sûr que ça fait pas autant vibrer que de la haute montagne, mais de la haute montagne qui est pliée dès le début, comme on a pu voir aujourd'hui, et bah dans les 10 derniers kilomètres, on s'est un peu ennuyé. Donc les motifs d'espoir pour la suite de ce Tour de France, c'est peut-être les étapes qu'on n'attend pas trop. Donc là, demain, le chrono, ça sera pas super cool à suivre. L'étape de Super Bannière, bah, ça sera intéressant à suivre parce qu'il y aura une bataille pour les échapper. Et il y aura peut-être une grande manœuvre de la Visma pour essayer de renverser le Tour de France et donc faire mourir l'espoir pour de bon si jamais ça passe pas bien. Et en fait, peut-être que l'étape de Carcassonne, ça sera aussi super intéressant à suivre. Peut-être que l'étape de Valence, si ça finit pas au sprint, s'il y a des grosses échappées, ça peut être très intéressant à suivre. L'étape de Pontarlier, ça c'est sûr que ça sera une grosse bataille pour les échappées, donc elle sera intéressante à suivre. Et puis l'étape de Paris, elle sera très intéressante à suivre. Même si on attendait un peu plus de la haute montagne, ce sera finalement peut-être pas ces étapes-là qui vont nous le faire plus vibrer. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura plu. On va tous un petit peu pleurer le suspense ce soir, mais bon, Pogacar est le plus fort, c'est normal qu'il gagne le Tour de France. C'est peut-être mieux que on le sache dès le début plutôt que d'entretenir un faux suspense alors que la différence de niveau est si abyssale qu'elle l'est. Voilà. Profitez bien de votre soirée et à une prochaine pour un prochain épisode. Salut!